Un livre qui vaut son pesant d'or. En rapport avec les actualités, aujourd'hui, je vais vous lire l'introduction et quelques pages parce que vraiment, il faut que vous preniez connaissance du contenu de ce livre pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Les hommes d'État de ce siècle ne traitent pas seulement avec des gouvernements, des empereurs, des rois et des ministres. Il y a les sociétés secrètes à qui ils doivent rendre des comptes. Ces sociétés sont capables de faire capoter tous les arrangements politiques. Benjamin Disraeli, premier comte de Beaconsfield, le 12 septembre 1876. Cette affirmation, cher lecteur, ne vient pas de moi, ni d'autres théoriciens du complot, mais d'un praticien du complot, l'ancien premier ministre britannique Benjamin Disraeli, au grade de la maçonnerie. Que veut-il dire par là? Ok, nous savons que les complots ont toujours existé et qu'ils existeront toujours. Otto von Bismarck, premier chancelier fédéral d'Allemagne, disait « On ne ment jamais autant qu'avant une élection, que pendant une guerre et qu'au cours d'une partie de chasse. » Les préparatifs de guerre et le trafic de drogue ou d'armes, ainsi que l'achat d'entreprises avec délit d'initiés ne datent pas d'hier. L'opération Mockingbird de la CIA, entreprise à la fin des années 1940, qui avait pour but d'infiltrer les médias en vue de favoriser les intérêts de la CIA, en est un bon exemple. Il s'agit en général de complots de petite envergure. Les attentats du 11 septembre 2001 revêtent plus d'importance vu leurs répercussions dans le monde entier, particulièrement les lois qui en découlent en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des individus. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus, mais on ne les a pas pris au sérieux. Les magazines de société commençaient seulement en 2010 à traiter le sujet de façon plus critique. L'existence des sociétés secrètes n'est plus un secret. Nous allons parler dans ces pages d'une conspiration mondiale au plus haut niveau des États, qui a vu le jour il y a un siècle et qui est en train de réussir à s'imposer maintenant. Pensez-vous qu'un tel complot avec des ramifications mondiales soit réellement possible? Winston Churchill, un franc-maçon de haut grade, en était intimement persuadé. Il faut vraiment être aveugle, dit-il, pour ne pas voir qu'un grand projet se construit sur Terre et que nous sommes les porteurs d'eau fidèles qui contribuent à sa réalisation. Ça vous dit rien, ça? Parce que c'est notre projet! Le pitre il y a 7 ans. Celui qui bluffe. Mais de quoi s'agit-il? Quel est le but à atteindre? Paul Roelberg, un des fondateurs de la Réserve fédérale des États-Unis, Federal Reserve ou Fed, en a parlé ouvertement. Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule inconnue est de savoir s'il s'imposera avec l'assentiment de l'humanité ou s'il sera contraint de prendre le pouvoir par la force. N'est-ce pas? Ce projet porte un nom, le Nouvel Ordre Mondial. Ce nouvel ordre se caractérisera par une gouvernance mondiale unifiée, une monnaie unique et une seule religion, une police, une cour de justice et une armée mondiale. Et ses initiateurs par une paix, selon ses initiateurs par une paix durable dans le monde. Ce qui en soi est une bonne idée, n'est-ce pas? Nahum Goldman, fondateur et président du Congrès juif mondial, et puis président de l'Organisation mondiale sioniste de 1956 à 1968, en parlait dans son pamphlet paru en 1915, Der Geist des militarismes, l'esprit militariste. On peut résumer le sens et la mission historique de notre époque en une phrase. Elle doit instituer un nouvel ordre de l'humanité civilisée en lieu et place du système de société actuel qui doit être détruit. Il faut d'abord faire disparaître les étiquettes, les barrières, toutes les frontières et porter une attention égale à disséquer chaque constituant du système
Ensuite, nous pouvons mettre en place le nouvel agencement de ces éléments. Notre premier devoir consiste donc à détruire les couches sociales et les réseaux qui ont contribué à établir l'ancien système, à déraciner les individus de leur environnement habituel. Aucune tradition ne sera plus sacrée. L'âge sera le seul baromètre de la maladie. Tout ce qui a été doit disparaître. Les forces négatives de notre époque sont le capitalisme dans le domaine socio-économique et la démocratie dans le domaine politique. Nous savons tous qu'ils ont réalisé, nous savons tous ce qu'ils ont réalisé et nous savons que leur objectif ultime n'est pas encore atteint. Le capitalisme combat l'économie traditionnelle, la démocratie lutte contre les forces réactionnaires, c'est l'esprit militaire qui y mettra un terme. Son principe d'uniformité. Désolée, je n'ai pas l'habitude de lire à haute voix et je ne me suis pas entraînée. Je demande votre compréhension. Son principe d'uniformisation soutiendra le travail négatif de l'époque. Quand tous les membres de notre culture seront les soldats de notre système culturel, nous résoudrons le problème. Nous aurons ensuite à faire face à un problème plus sérieux, l'élaboration du nouvel ordre. Les membres qui ont perdu leurs racines et qui errent de façon anarchique doivent être intégrés dans de nouvelles catégories et formes sociales. Nous devrons ériger un nouveau système hiérarchique pyramidal. Alors les membres qui ont perdu leurs racines, c'est tous les migrants qui viennent de tous bords et qui malheureusement ont perdu leurs racines et qui sont paumés et qui pour l'instant ne sont pas intégrés. Vous ne croyez pas que ces personnes aspirent réellement à une domination du monde, quelles qu'en soient les péripéties, que ce projet est une utopie et qu'il restera l'état de rêve? Henry Kissinger, un des meilleurs éléments de cette élite, est convaincu que l'objectif sera atteint. Quand on lui demande à quoi ressemblera l'avenir, il répond « Tout sera différent. Beaucoup de gens souffriront. Un nouvel ordre mondial verra le jour. Ceux qui survivront auront une vie meilleure. À long terme, la vie va s'améliorer. Le monde que nous avons imaginé deviendra réalité. » Le monde que nous avons imaginé. Derrière, pensez bien, le mot « imaginer » il y a « mage », les mages noirs. Les mages noirs qui imaginent une utopie, dystopie, une horreur. Ben oui, parce que ça sera forcément une dictature où nous serons tous sous contrôle. Même le pape Paul VI, dans une homélie le 17 juin 1965, parlait à ses brebis de ce plan miraculeux. Nous devrions élaborer un État à l'échelle mondiale, une société nouvelle, idéale. Nous savons que l'humanité, dans sa diversité, s'engagera dans la construction de cet édifice impressionnant et que les progrès seront significatifs. Ils seront dignes d'admiration et de soutien. Jean-Paul II, dont nous révélerons certains aspects surprenants de la mission, tenait le même genre de discours. Il a lancé un appel à l'instauration d'un nouvel ordre social international qui puisse garantir la paix, la justice et le respect de la dignité humaine. L'unicité de l'espèce humaine exige un tel ordre, expliqua-t-il lors d'une audience devant un groupe de parlementaires britanniques à Castel Gandolfo. Et une collaboration bienveillante entre les peuples est un impératif dans un monde de plus en plus interdépendant. Le Saint-Siège a toujours encouragé une telle collaboration parmi la communauté internationale. Et le dernier pape, François, également. Et ça va très loin avec ce pape. C'est un groupe de francs-maçons américains, Herbert Haggard et ses collaborateurs, qui enfoncent le clou dans un livre paru en 1940, The City of Man, à déclaration One World Democracy, la cité de l'homme, une déclaration statuaire de démocratie mondiale. Tous les États doivent se soumettre aux lois d'un État mondialisé si la paix doit régner un jour dans le monde. Une paix planétaire n'est possible qu'avec l'unification de l'humanité dans un seul gouvernement et une loi unique.
une loi unique et des lois iniques. C'est hallucinant. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ces idéalistes, utopistes. Vous pensez que ce n'est pas crédible. Nous sommes sur le point d'y arriver. Je dirais même que nous voilà en plein dedans. Il ne manque plus que de menus détails à régler. La vision de l'idéal des planificateurs est gravée sur les Georgia Guidenstone, un mégalithe constitué de 6 blocs de granit érigés sur une colline près d'Elberton en Géorgie aux États-Unis. Construit par la firme Elberton Granite Finishing Company, à compter de juin 1978, sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. Sa disposition rappelle l'alignement de pierres du site de Stonehenge en Angleterre. Je précise que ce monument est aujourd'hui détruit. Il a été explosé, ils l'ont fait exploser. Ils prétendent que ce sont des terroristes ou je sais pas quoi qui ont fait exploser ça, ou des gens malveillants. Non, non. Moi, je sens, faites-en ce que vous voulez, mais je sens que c'est eux qui l'ont fait exploser parce que le peuple commence à se réveiller et tout ça commence à se savoir, et il y a de plus en plus de gens qui, que ce soit dans le peuple ou des gens dans d'autres pays qui ne sont pas forcément tout en haut et qui ne font pas partie des sectes ésotériques et qui commencent à comprendre ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et ça sent mauvais pour eux, je dirais, pour l'instant. Hein, moi, j'ai pas l'impression qu'ils arriveront. Je ne crois pas qu'ils arriveront à finaliser ce... Ils lâcheront pas le morceau comme ça c'est sûr. Mais je doute fort qu'ils vont y arriver. Alors, le monument affiche un message des principes et des objectifs gravés en 8 langues modernes. Anglais, espagnol, castillan, swahili, hébreu, arabe, hindi, chinois, mandarin et russe. Je ne vais pas vous les lire parce que vous les trouvez sur Internet et vous trouvez encore la structure qu'ils ont détruite. À côté de ce monument se trouve une autre pierre de granit sur laquelle on a inscrit les renseignements sur la taille, le poids et la disposition astronomique de la construction. On y trouve la date de l'érection, le 22 mars 1980, et une description des commanditaires, un petit groupe d'Américains dont le but est l'avènement de l'âge de raison. L'avènement de l'âge de raison. L'inscription, ou je dirais de l'âge de la déraison. L'inscription mentionne une capsule temporelle enterrée dans le sol. Il n'y a pas de détails sur la date à laquelle on l'a enterrée, ni sur le moment où le contenu doit être révélé. Seule une inscription supplémentaire formule ce vœu, que ces pierres montrent le chemin vers un âge de raison. Eh bien, ça me rappelle plutôt un film de science-fiction, évidemment, avec un gamin dans une école qui crie quelque chose de bizarre. Enfin, je crois que c'est un film, je me souviens plus du nom de ce film. On y retrouve donc les mêmes objectifs vers un avenir globalisé. Ah oui, voilà, Globalia. Une sorte de... Globalia, c'est le nom d'un roman que j'ai lu, Globalia. Une dystopie, quoi. De la science-fiction pour certains, mais qui et apparemment qui devient une réalité. Certains veulent en faire une réalité, donc. Leur réalité. Alors, c'est pas la mienne, hein, celle-là. Alors, une cour de justice est une seule langue pour le monde entier. L'humanité est stigmatisée comme une tumeur cancéreuse qu'on doit restreindre à 500 millions d'individus pour maintenir un équilibre avec la nature. Voilà, vous trouvez des écolos extrémistes, hein. Les écolos extrémistes qui veulent, qui préfèrent donc évidemment, moi j'aime beaucoup les animaux aussi, hein, la nature, les plantes et tout, mais certains sont quand même très 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 extrémistes et ne connaissent rien à l'écologie en plus. Bon, je ne vais pas trop parler parce que je voudrais finir quand même ce passage qui est vraiment très intéressant. Alors, oui, enfin ces écolos qui veulent qu'on mange des insectes, des jambons... oui, du jambon végétarien, de la viande artificielle, etc. Et puis des vers de terre et Dieu sait quoi encore. Enfin, j'ai goûté les insectes, c'est dégueulasse. N'en achetez surtout pas. Horrible. Et regardez bien ce que vous mangez parce qu'il paraît qu'ils vont le mettre dans... C'est autorisé par l'UE de mettre ça dans les farines, etc. Mais ils sont obligés de le signaler quand même. Hein.
Alors, lisez bien les étiquettes. J'ai pas envie de manger des insectes. Berk. C'est bon pour les Chinois, tout ça. Alors, où en étais-je? Il faut avoir à l'esprit que nous approchons du nombre des 7 milliards sur la planète. Pour une population idéale de 500 millions de personnes, que fait-on des 6 milliards et demi restants qui sont indésirables? Ben, vous avez vu ce que ça a commencé avec la crise du CVD, n'est-ce pas? Il y a 2-3 ans en arrière. Si c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà. De la dépopulation, tout simplement. Les planificateurs ont déjà la solution. Il faut faire disparaître les autres. Comment? Le cinéaste américain Alex Jones décrit le plan d'extermination dans un film Endgame 2007. Je ne savais pas qu'Alex Jones était un cinéaste, mais je comprends mieux maintenant. Parce il est peut-être initié aussi, hein, il connaît les secrets de la franc-maçonnerie, de certains francs-maçons, parce que alors là, il ne faut peut-être pas mélanger tous les francs-maçons non plus, mais les francs-maçons, on va dire, globalistes. C'est la dépopulation ciblée de l'humanité. Dans ce film, Alex Jones montre à l'aide de nombreux exemples comment la politique malthusienne d'élimination, limitation volontaire des naissances par abstinence des pauvres s'est transformée en darwinisme social. Et voilà. Avant de se muer en programme d'hygiène raciale et de conservation de l'héritage génétique, ce qui a conduit à une stérilisation de masse des citoyens américains tout au long du XIXe siècle. Jones explique comment la famille Rockefeller a importé en Allemagne la théorie de l'eugénisme en finançant le Kaiser Wilhelm Institute for Medical Research, NDE, fondé en 1930 et connu depuis 1948 sous la raison sociale de Max Planck, Institute for Medical Research, qui est devenu, sous le Troisième Reich, un pilier de l'idéologie nationale-socialiste. Voilà. Après l'effondrement de l'État nazi, les Alliés ont pris à leur charge un grand nombre de chefs de file de l'eugénisme allemand et ont sollicité leurs services afin de pouvoir appliquer dans leur pays les connaissances qu'ils avaient acquises dans ce domaine. Dans le film, Alex Jones cède la parole à ces représentants de l'élite qui exigent ouvertement l'abattage d'une grande partie de l'humanité par des génocides ou des épidémies généralisées. Il y ajoute également les mises en garde d'Aldous Huxley, qui expliquait que la classe dominante pourrait garantir le maintien de l'humanité en une forme moderne d'esclavage par des progrès dans le domaine médical et pharmaceutique. C'est énorme. Alors, à ce stade-là, j'ai envie de vous dire qu'il y a un gars qui en connaît beaucoup, un ésotériste. Il y en a plusieurs sur Internet, hein, mais le dernier que j'ai écouté s'appelle Alan Duke. Alan Duke, bien que il a vraiment des, comment dire, des concepts un petit peu étranges, mais là, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que je n'adhère pas à tout ce qu'il dit, pas pour l'instant en tout cas, parce que ça demande réflexion. J'aurais des questions à lui poser, vraiment, sur l'intériorité, ce que nous avons à l'intérieur de nous, nous le projetons à l'extérieur, et que l'univers n'existe pas et serait que des hologrammes, etc. Enfin, voilà, des choses comme ça. Là, ça passe pas vraiment, là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais sur ce système, comment il fonctionne depuis Babylone, hein, le système qu'il appelle le système babylonien, là, c'est très très intéressant, avec les sociétés secrètes, avec les symboles, le décryptage des symboles, des légendes, etc. Et là où je n'adhère pas non plus, pas trop à ce qu'il dit, c'est quand il fait des jeux de mots, quand il fait la biologie totale, et qu'il fait dire un petit peu aux mots ce qu'il a envie de leur faire dire, et pour que ça aille dans son sens. Bon, là, je ne suis pas trop d'accord avec lui, mais bon, peu importe. Peu importe, hein, mais quelquefois ça tombe pile poil, c'est vrai que c'est quand même... Quelquefois c'est vrai que c'est énorme, hein, mais
Oui, comme par exemple la maladie, le mal a dit, enfin c'est quand on tombe malade et qu'on a des symptômes, c'est que notre corps nous dit quelque chose. J'ai le bouquin sur la biologie totale du docteur Hammer et puis d'autres encore. Et j'avais trouvé très intéressant et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Mais après, bon, tout n'est pas non plus... Qu'est-ce qui gratte à ma fenêtre? C'est les poules, c'est l'heure de... Ah là là, c'est pas vrai. Je vais quand même finir, hein, elles sont pénibles, hein, ces poules. Alors, Alex... Oui, alors, j'en étais où, là, du coup Zut, alors j'ai perdu la ligne. Ouais, donc les épidémies généralisées. Il y ajoute également les mises en garde d'Aldous Huxley, donc oui, le film, hein, le film Le meilleur du monde. Je crois que c'est ça, ou alors 1984, un des deux, ou les deux, je ne sais plus, qui expliquait que la classe dominante pourrait garantir le maintien de l'humanité en une forme moderne d'esclavage par des progrès dans le domaine médical et pharmaceutique et aussi technologique, hein, et nanotechnologique surtout en ce moment. Ce livre, il a été écrit, attendez, que je regarde quand même la date, parce que entre-temps, il y a eu pas mal de progrès faits sur le plan numérique, technologique et nanotechnologique. Quand est-ce qu'il est arrivé sur... à l'imprimerie, ce bouquin. Canada, imprimeur, 2011. Ouais, ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années, quoi. Mais donc, entre-temps, il y a quand même... ça a pas mal évolué, je dirais que la tentative qu'ils ont faite avec les injections, là, alors là, c'est énorme, c'est énorme. Alors, j'espère qu'on ne se fera plus avoir là, hein, parce que là, ça sort en ce moment. Tout sort, la vérité est en train de sortir. Il faut voir ce qui se passe aux États-Unis, dont on ne parle pas ici en France, dont les médias, qui sont tous à la botte hein, de ces gens-là, ils ont été achetés, évidemment, ça vous le savez, je suppose. Mais aux États-Unis, c'est énorme ce qui se passe, énorme. Et donc, ils sont tous en train de se faire piéger, tous ces pantins. Alors... enfin, j'espère, du moins. Alors, je continue. Alex Jones nomme également les gouvernements qui ont fait des expériences sur leur population avec des virus mortels et des armes biologiques et radiologiques pour faire progresser leur théorie de l'eugénisme. Il cite l'exemple d'enfants israéliens soumis à des doses radioactives par les services secrets. Il y a eu 6000 morts et beaucoup d'autres sont restés paralysés. C'est une honte. Ils évoquent également le National Security Study Memorandum 200 NSSM 200, avril 1974, un document stratégique élaboré par Henry Kissinger dans les années 1970. Peut-être que vous pouvez le retrouver sur Internet, hein, qui explique qu'on doit réduire la population mondiale par des stérilisations, des guerres et des restrictions alimentaires. Vous comprenez? Vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer? Vous pensez que personne ne pourrait faire de telles choses? Wolfgang Igert, spécialiste des services secrets, a sa propre opinion. Des archives du Congrès américain gardées secrètes pendant des décennies qui viennent d'être rendues publiques montrent que le docteur Donald MacArthur, le directeur adjoint du département des recherches au ministère de la Défense américain, a déposé le 9 juin 1969 une demande de financement de 10 MS dollars, c'est ça? 10, je ne sais pas combien ça fait là, 10 MS c'est marqué, 10 millions, 10 milliards, je ne sais pas. Selon ces déclarations, cet argent devait servir à développer un nouveau virus capable d'anéantir le système immunitaire, vous entendez ça? Et d'empêcher toute thérapie. Le budget a été voté et les recherches ont été menées dans un laboratoire de haute sécurité. Les scientifiques les plus qualifiés, alors là c'est incroyable, les plus qualifiés ont travaillé sur ce projet. Parmi eux, Robert Gallo. J'en connais un autre qui a travaillé pour le CDC américain et qui a travaillé au Congo dans un laboratoire impeccable. Je ne citerai pas de nom parce que sinon je vais avoir tous les fans sur le dos. Et celui-là dont j'ai parlé qui
qui est pour moi un collabo, c'est clair et net, et pro-vax, 100% pro-vax, et il a même, il en a dans son rapport de 300 et quelques pages, il en avait même après les anti-vax, et il voulait que toutes les femmes se fassent vacciner contre le papillomavirus, etc., etc., enfin bon, test et vax, tout en prétendant être anti-système, enfin vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais je peux vous assurer qu'il devait faire partie de ce projet, parce qu'il a travaillé aussi beaucoup en Afrique, et c'est quelqu'un qui aime bien les tests, et qui en a vendu beaucoup de tests, pour aller fouiller au fond du nez, des tests bidons, et qui ont eu une conséquence, parce qu'à force de trifouiller au fond, là-bas, il faut lire là-dessus aussi, c'est grave. Alors, certains le défendent, continuent à le défendre. Méfiez-vous de ceux qui défendent ce personnage, qui est quand même invité sur toutes les grandes chaînes régulièrement, n'est-ce pas? Et qui fait polémique, évidemment, parce qu'il y a les pour, contre, et ça ils aiment ça, opposer les gens. Diviser pour mieux régner, voilà, c'est un gars qui passe sur les chaînes de grande écoute et qui ouvre sa grande gueule, je dirais, pour sortir, pour dire une chose et son contraire, et pour envoyer les gens se faire injecter, parce que soi-disant que cette espèce de potion, ce poison serait quand même intéressant pour les personnes à partir de la soixantaine. Ben, il peut se les mettre où je pense, son injection. Alors, parce que lui-même ne s'est pas fait injecter, sachez-le quand même. Allez. Mais revenons à Alex Jones. Dans son documentaire Endgame, il décrit sa vision du nouvel ordre mondial. Après la réduction de l'humanité, il resterait deux types d'hommes, la race des maîtres et les individus grégaires esclaves. Cette sous-race humaine serait confinée dans des villes surveillées, coupée du monde. La caste des maîtres disposant du reste du monde et vivant dans un paradis terrestre, ils en font plein de films. Sur Netflix, en veux-tu, en voilà, de ces histoires-là. Ah bah oui. Paradise, j'ai vu qu'il y avait un film. Moi, j'ai pas encore. D'abord, je ne me suis pas abonnée à Netflix, je suis pas abonnée en ce moment. Mais j'ai été abonnée pendant, enfin, disons que j'ai. Bon, bref. Alors, du temps, vous pouvez partager, je sais pas trop quoi, avec des proches. Alors j'ai vu quelques films de science-fiction, mais c'est vrai qu'il y en a un paquet. C'est à croire qu'ils sont en train de préparer, avec les films de science-fiction, ils sont en train de nous dire ce qu'ils vont faire. Ça, je crois que c'est vrai. Et si on ne réagit pas, alors là, je ne veux pas en parler, j'en parlerai sur une prochaine vidéo parce que c'est très très intéressant. Et là, je vous parlerai peut-être d'une analyse de Alan Duke, avec laquelle, je sais pas, là, j'aurais des arguments à lui opposer, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui colle pas dans son analyse, là, mais bon. Mais comme il le dit lui-même, il n'a pas la science infuse, il prétend pas que c'est la vérité absolue, ses analyses, ça n'engage que lui, donc voilà, quoi. Au moins, il a l'honnêteté de le dire. Alors, mais je ne suis pas non plus, je vous parlerai, je vous dis, des ésotéristes sur... parce que je crois qu'ils ont tous plus ou moins la même philosophie quant aux solutions, et là, je ne pourrais pas non plus être d'accord avec eux, parce que je pense qu'il y a une possibilité de s'en sortir autrement qu'en laissant faire, en nous annonçant que... Parce que c'est un petit peu ce qu'ils font, les ésotéristes, ils sont là en train de dénoncer soi-disant ce nouvel ordre dictatorial, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ils l'annoncent, qu'ils le dénoncent, mais ils l'annoncent en prétendant que il n'y a rien à faire, ça va se faire, et qu'il faut juste créer un monde parallèle à côté. Et là je suis pas d'accord, parce que si un nouvel ordre mondial comme ça se met, enfin maintenant je crois que c'est râpé pour eux, pour ce nouvel ordre mondial, vu ce qui se passe avec Trump, la Russie, etc., vous pensez bien que... Et les BRICS,
les cartes ont été redistribuées, c'est plus les mêmes qui tiennent le pouvoir là maintenant. Donc, mais ça peut encore se faire autrement, oui, ça peut se faire autrement au niveau européen et avec d'autres pays, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a fait une femme ou quelqu'un, j'ai entendu, qui a fait une analyse en disant que l'Europe et le Canada, etc., ils peuvent vouloir se réunir pour imposer leur modèle social dystopique ensemble. Alors là, sûrement pas. La France n'a rien à voir là-dedans, et la France, elle est grande, elle peut être autonome, totalement autonome, elle peut faire vivre sa population, on n'a pas besoin de, de faire partie de cette, comment dire, de cette alliance, je dirais une alliance illicite, nauséabonde. Allez, je continue. Où j'en étais décidément, chaque fois je perds ma ligne. Ah oui, alors la case du paradis terrestre, elle pourrait même se transformer peu à peu en des êtres très développés grâce aux nouvelles technologies, oui, c'est-à-dire les nanotechnologies, le numérique, etc. Enfin, tout ce qui sort en ce moment, vous savez, les casques virtuels pour l'immersion, communiquer avec les morts dans leur matrice artificielle de l'autre côté, enfin, de leur croyance, et qu'ils fixent. Bon, je reviendrai là-dessus. Là aussi, c'est assez marrant ce que j'ai entendu. Mais bon, chacun y va de ses croyances, on va dire. Alors, on va rester quand même sur du concret, là. Alors, des êtres humains très développés, enfin, des êtres humains, je dirais, atrophiés, mais développés avec la technologie, c'est-à-dire, ils veulent, écoute, foutre des puces dans le cerveau et dans les mains pour payer plus rapidement, pour passer à la caisse, enfin, toutes des histoires comme ça, ou alors un homme augmenté avec... pour avoir un cœur artificiel, des membres artificiels, enfin tout artificiel, quoi. Voilà, ce ne sera plus qu'un être totalement artificiel. Et puis au final, ce sera l'homme-machine, quoi, en gros. L'homme-machine, c'est pas le titre d'un film ou d'un bouquin ou ça. Il me semble que j'ai vu ça quelque part, l'homme-machine. Je crois qu'il y a un PDF sur l'homme-machine. Oui, je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, hein, à vérifier. Peut-on envisager qu'Alex Jones exagère son propos ou qu'il ait un parti pris très orienté? Est-il impensable de sacrifier une partie de l'humanité pour que l'autre puisse vivre dans un paradis? Moi, je pense qu'il y en a qui le veulent, ça. Parce qu'à la limite, c'est vrai, ils trouvent qu'il y a trop de gens sur la planète et que ça sert à rien et que maintenant, ils ont la robotique, des robots qui vont remplacer les humains pour les boulots, voilà. Et qu'il suffirait donc de garder uniquement les ingénieurs qui savent faire travailler les robots, et puis ceux qui sont vraiment utiles à ce système, et puis tout le reste, c'est des bouches à nourrir et qui n'ont plus lieu d'être et qui vont dégager. Oui, je pense qu'il y a des êtres aussi infects qui sont capables de faire ça. Je pourrais même dire que je crois à la théorie des deux humanités. Vous avez entendu parler de la théorie des deux humanités, hein. C'est des thèses gnostiques et autres, hein, ésotériques aussi, et puis qui croient qu'il y a des êtres qui ont une âme, une conscience, et qui sont plutôt dans l'empathie, dans la collaboration ou la coopération, comme vous voulez, qui travaillent ensemble en bonne intelligence, gagnant-gagnant, et il y a les autres. Les autres qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont aucun scrupule et qui sont capables d'asservir l'humanité et de faire ça. Oui, moi je crois à ça. Ça encore n'engage que moi, évidemment. Hein. Parce que quand on voit à quel point ces gens sont insensibles, hein, vous savez, quand on est capable de fomenter des guerres, de non seulement les fomenter, les imaginer, les financer et envoyer des milliers de gens à la morgue, et se servir des humains comme chair à canon ou pour expérimenter des médocs ou des tas d'expériences, des rats de laboratoire en gros, nous sommes. Et quand on est capable de faire tout ça, oui, je pense que ce sont des êtres, c'est une humanité totalement froide, c'est des êtres froids, insensibles, dont il faut se méfier. C'est des rapaces, c'est des prédateurs, quoi, c'est ni plus ni moins. Ils se comportent comme... oui,
oui, dans le monde animal, proie prédateur, sauf que chez les animaux, c'est normal, c'est naturel. Mais chez les humains, non. Alors, oui, des êtres humains très développés, donc, ouais, grâce aux nouvelles technologies, je rajoute donc les nanotechnologies, le numérique, les puces, la RFID et compagnie. Alors, le nouvel ordre apparaît ici sous un jour beaucoup moins attrayant, c'est clair. Peut-on envisager qu'Alex Jeune exagère son propos ou qu'il ait un parti pris? Bah, j'ai déjà lu ça, qu'est-ce que je fais? Est-il impensable de sacrifier une partie de l'humanité pour que d'autres puissent vivre dans un paradis? Oui, j'étais restée là. Hein. Et oui, bien sûr. Qu'en pensez-vous? Le tout est évidemment de savoir de quel côté on se situe, dans le camp des gagnants ou celui des perdants. Comme l'a dit Henry Kissinger, ceux qui survivront auront une vie bien meilleure. Oui, ceux qui vont collaborer, les collabos, et qui sont déjà en train de se positionner. D'ailleurs, on les reconnaît sur Internet. Moi, je peux tous vous les sortir. Alors, je pense que j'ai un don, et j'assume ce don, c'est de sentir les gens qui racontent n'importe quoi, qui trichent, qui mentent, qui manipulent et qui ont un masque sur la figure. Cela, je les repère très vite. Et je vois déjà ces êtres-là sur Internet qui se positionnent pour ce nouveau monde. S'ils arrivent à finaliser ce projet, ils ont déjà leur place. Et ils ont leur place sur le plan économique et social. D'ailleurs, c'est des personnes qui n'ont aucun scrupule à gonfler leur CV, à mentir sur leur CV, par exemple, qui ont souvent des grandes gueules, hein, qui parlent très bien, et qui font semblant d'être anti-système, tout en ayant un pied dedans et un pied dehors, hein, des collabos, en gros. Vous les reconnaîtrez facilement. Si vous êtes observateur, vous allez les reconnaître très très facilement. Ils ont un pied, voilà, un pied dedans et un pied dehors. On appelle ça des collabos. Ces personnes qui visent la domination mondiale sont-elles vraiment les méchants? Le nouvel ordre n'a-t-il pas ce qui pourrait nous arriver de mieux? Oui, bien sûr. Quand on sait que ce projet est porté par des hommes les plus intelligents, les plus rusés, les plus puissants, et surtout les plus manipulateurs, les plus pourris, oui, et que ces personnes sont sans doute très raisonnables, oui, bien sûr. C'est de l'ironie, bien sûr. Hein. Ce ne peut donc pas être si mauvais. Ces gens sont-ils particulièrement égocentriques et dépourvus de sentiments? Oui, je dis oui. Pourquoi l'opinion publique n'a-t-elle pas au courant de ces projets? L'opinion publique, là, il y en a quand même pas mal qui sont au courant maintenant. Hein. Et comme disent certains, ils ne s'en cachent même plus. Alors, Mike Nichols, de son vrai nom, Michael Igor Peshkovsky, waouh, Peshkovsky, un réalisateur américain d'origine allemande couronné par un Oscar, explique: une poignée de gens contrôle les médias du monde entier. Vous avez compris? Pourquoi le peuple n'est pas au courant? Eh ben voilà. Ils ne sont que 6 et bientôt plus que 4. Ils ont la main mise sur la presse, les films et les télévisions. Il y a quelques années encore, plusieurs opinions différentes pouvaient s'exprimer. De nos jours, on n'entend plus qu'une seule opinion, qui met 4 ou 5 jours à se cristalliser et qui est ensuite reprise par le monde entier. Paul Sech, oh, je continue encore un peu. Alors, non, Paul Sech, c'est pas Paul Sech, c'est Paul Seth, avec un TH, Paul Seth, un des co-éditeurs du grand quotidien allemand Frankfurt Allgemeine Zeitung, qui avait démissionné de son poste pour manifester sa désapprobation. On le dit autrement. La liberté de la presse est la liberté d'environ 200 personnes de répandre leur opinion. Les grands médias mondiaux, je commence à fatiguer là, hein, c'est pas grave, je continue quand même. Les grands médias mondiaux sont entre les mains de quelques individus: Robert Maxwell, Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Haïm Saban, Boris Berezovsky et Vladimir Alexandrovitch. À mon avis, en ce moment, c'est peut-être plus tout à fait les mêmes noms, ou il y en a d'autres beaucoup plus connus, hein, que ceux qui sont énumérés là.
Elle est 15 il faut regarder sur Internet, hein, dans Wikipédia ou ailleurs. Vous allez trouver tous les grands milliardaires et qui ont acheté les médias. Alors, ils ont été monopolisés, orientés selon leurs opinions et censurés. Ils ne parlent jamais des agissements des maîtres du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont à leur solde et qu'ils en profitent. Ils parlent de ce qui leur est utile et ils passent sous silence ce qui va à l'encontre de leurs objectifs. Et voilà, c'est ce qui se passe actuellement avec les médias classiques, oui. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, il soit possible de cacher la vérité, de répandre des contre-vérités ou même de mentir de façon éhontée? David Rockefeller, qui célébrait ses 96 ans, le 12 juin 2011. 2011? Oula, il vit encore, David Rockefeller, avait l'audace de déclarer le 6 juin 1991, à l'ouverture de la conférence de Bilderberg, bon bref, la réunion secrète des personnes les plus influentes du monde occidental. C'est vrai est-ce qu'on en parle encore de cette réunion là? Je sais qu'en 2009, il était beaucoup question de ça sur Internet, et il y avait même des gens qui venaient déranger ce petit groupe de comploteurs. Nous remercions le Washington Post, le New York Times, le magazine Time et d'autres grands médias dont les directeurs sont présents ici, d'avoir tenu leurs promesses pendant 40 ans. C'est Rockefeller qui parle. D'avoir tenu leurs promesses pendant 40 ans et d'avoir gardé le silence. Il ne vous aurait pas été possible de mettre en pratique le projet que nous avons pour le monde si tout avait été fait sous les projecteurs de l'opinion publique. Pensez bien. Le monde est aujourd'hui plus développé et plus, je tourne la page, et plus apte à accepter le concept d'un gouvernement mondial qui ne connaîtra plus jamais la guerre et qui vivra en paix dans la prospérité. Bah, bien sûr. Nous devons absolument favoriser la souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et des banques et non l'autodétermination nationale qui a prévalu au cours des siècles derniers. Vous comprenez pourquoi les nations et ceux qui sont patriotes et nations sont censurés sur Internet? J'espère que vous comprenez. Parce qu'ils ont compris, ces enfoirés, que le seul rempart contre cette dystopie globaliste, c'est les nations souveraines, évidemment. Alors, on fait de nous des boucs émissaires et on nous traite de tous les noms d'oiseaux et ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, hein, toutes les étiquettes qu'on nous colle sur le coin du pif, sur le front, eh bien, je vous dis, ne vous laissez pas étiqueter. Cela sonne bien, une élite intellectuelle associée aux banques gouvernera le monde de demain. Elle le fait déjà à l'heure actuelle, ne ressentez-vous pas une certaine satisfaction ? Nos dirigeants de banque ont fait la preuve de leur utilité ces dernières années. Sans eux, il n'y aurait pas eu la réserve crise bancaire. Dire que le peuple américain paye pour cela. Ce discours d'ouverture de Rockefeller date de 20 ans. Quand il disait « nous », il parlait du groupe Bilderberg, qu'il a cofondé, une organisation qui a vu le jour en mai 1954 sous l'égide du prince Bernard des Pays-Bas. Bernard Léopold zur Lippe Biesterfeld a décédé en 2004, né comte de Lippe-Biesterfeld en Allemagne, prince de Lippe en 1916 et marié le 7 janvier 1937 avec la princesse Julienne d'Orange-Nassau. Nom d'un chien, qui régna sur les Pays-Bas, En plus, c'est mon plat pays. Et ils sont partout, ces ripoux. Sur les Pays-Bas, en 1948 à 1980, dont nous reparlons plus loin. Ces gens se réunissent une fois à l'an depuis près de 60 ans pour prendre des décisions politiques et économiques importantes. Rockefeller précise son propos dans ses mémoires 2006. Certains pensent que nous faisons partie d'une organisation secrète qui agit contre les intérêts des États-Unis. Ils nous traitent, ma famille et moi, d'internationalistes qui complotent pour élaborer une structure globale, intégrer un monde en soi, si vous préférez. Si c'est une accusation,
Je me déclare coupable et j'en suis fière. Vous voyez? Bon, allez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez que je continue à lire, bah dites-moi-le, hein, parce que, voilà. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu fatigant, parce qu'il y a beaucoup de noms, des noms compliqués à lire. Et tiens, je vais vous lire juste la suite, là. Nous sommes à l'aube d'un grand bouleversement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une crise mondiale, avant que les nations n'acceptent le nouvel ordre mondial. Vous voyez un peu? Ils vont provoquer des crises. Ah bah tiens, je continue quand même. Ouais, c'est la théorie, la stratégie du chaos de Noémie Klein, hein, qui a écrit là-dessus aussi. Cette crise, elle est là, devant nous, la crise de la finance mondiale. Et ce qui a commencé en 2009 va devenir palpitant en 2011. Ce sont les prémices d'un gouvernement mondial. La précarité financière va provoquer plus de pauvreté, il va y avoir des émeutes et des violences. Les lois, les contrôles et les surveillances deviendront plus strictes. Nous serons en plein dans ce nouvel ordre. Ce n'est pas si compliqué en fait. Le lecteur averti se dira que la crise financière n'était pas fortuite, qu'elle a été planifiée depuis longtemps. C'est exact. Ce que nous observons dans le domaine financier est un élément d'un plan sans scrupule qui va écraser l'humanité sous une seule chape avec un nouveau système monétaire dont l'essentiel sera constitué de paiements virtuels. La crise et la récession ne tombent pas du ciel. Elles font partie d'un plan beaucoup plus vaste. Elles sont un des clés qui vont nous mener vers un monde très contrôlé et très surveillé sans que nous puissions nous y opposer. Moi, je crois que si, on peut s'y opposer. Il suffit de sortir de l'UE, tout simplement, et que la France redevienne souveraine et que toutes les nations redeviennent souveraines et on leur coupe l'herbe sous les pieds. Évoquons rapidement le sujet des transactions financières virtuelles. C'est sans aucun doute la clé du nouvel ordre mondial, car évidemment, l'argent régit le monde. Mais vous savez, il y a aussi, je veux dire, pour arriver à finaliser ça, ils sont obligés, on doit tous être connectés à Internet, au smartphone, mais ça, on peut refuser tout ça. Il y en a déjà plein, moi la première, hein. Moi, le smartphone, je l'utilise pratiquement pas. J'ai un vieux smartphone qui date de 2009. J'en ai un plus nouveau, mais j'ai enlevé la puce. Je fais juste des enregistrements avec, des trucs, du machin. Et puis non, il faut refuser. Il faut refuser. Il faut dire simplement non, non. Et puis sortir très rapidement de leur greffe, hein, évidemment. Hein. Si on continue à voter pour la Macronie, ben, là on est cuit, hein, ça je peux vous garantir. Je veux dire, vous votez pour la Macronie ou votez pour les Républicains, je crois que c'est plus ou moins pareil. Et, moi je vois pas de différence. Parce que ça a toujours été comme ça, hein, c'est une opposition contrôlée, on va dire, hein, les autres, là c'est une opposition contrôlée. Et ils font partie aussi, la plupart, des sociétés secrètes, etc. Peut-être même de la même, j'en sais rien. Il n'y a qu'un seul parti, le parti patriote de Philippot, et puis ceux qui sont donc ORN, et qui sont francs-maçons. Il y a des francs-maçons ORN, mais comme le dit dans ce bouquin, tous les francs-maçons ne sont pas d'accord entre eux. C'est la guerre des francs-maçons. Les francs-maçons ne sont pas d'accord. Il y a des francs-maçons qui sont patriotes et qui sont pour la nation souveraine, les nations souveraines, et qui sont anti-mondialistes. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les francs-maçons dans le même panier non plus. Hein. Mais c'est complexe, hein. Je peux vous assurer qu'il y a de quoi lire. Hein. Et puis alors, si vous voulez comprendre à la base, avec les idéologies religieuses dogmatiques et ésotériques là derrière, hein, chose que j'avais déjà quand même pas mal remarqué et que j'avais compris, chose que j'avais comprise. Bon, enfin bref, je vais pas parler je vais continuer juste encore ce morceau et je m'arrête. Hein. Alors, l'objectif est un monde dépourvu d'argent liquide. C'est pas demain la veille, hein, je pense pas. Parce qu'il y aura toujours moyen. On va se débrouiller, là.
les transactions se faisant uniquement par carte de crédit et à l'avenir par des implants électroniques insérés sous la peau. Voilà. Les micropuces existent déjà sous plusieurs formes pour les animaux et pour les humains. Ouais. Accepterez-vous qu'on vous implante une puce sous la peau? Non, pourquoi pas? C'est formidable. Bah, certains trouvent ça formidable. Hein. Bah, moi, je crois qu'il y a des gens qui veulent ce monde, hein, c'est clair et net. Hein. Tous ceux qui sont pour cette dystopie, bah, je pense qu'ils sont macronistes, ou alors soit ils sont conscients et totalement macronistes et qu'ils adhèrent à ce modèle social qui nous mène vers le transhumanisme, ou alors ils sont totalement inconscients, ou alors ils n'ont pas d'âme et pas de conscience. Ou alors ils sont tout simplement cons, excusez-moi. Alors, c'est formidable. Vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'argent sur vous ou d'avoir une carte de crédit. Vous n'aurez plus peur qu'on vous agresse dans la rue. Oui, bien sûr. Si tout est sur le smartphone, vous avez intérêt à garder le smartphone. Parce que, à moins que ce soit uniquement sous la peau, ah oui, évidemment. Mais bon, alors là, vous risquez de vous faire choper. Et qu'on vous enlève avec un couteau la puce sous la peau. Et puis, on peut la désactiver. Il paraît, la puce, hein, il faut le fumer un micro-ondes. Je sais pas trop quoi, là. Bon, enfin, c'est du grand n'importe quoi, hein. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Enfin, sachez que moi, vous connaissez mon point de vue sur la question. Je pense réellement que le seul rempart hein, pour coller les bâtons dans les roues, enfin, pour empêcher l'instauration de cette dictature mondiale, c'est les nations souveraines. Et toutes les nations souveraines, pas uniquement la France, toutes les nations souveraines. Voilà, voilà. Je vous dis merci pour l'écoute. À bientôt. Bye bye.